Chemistry Vanille. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemistry Vanille. Dans ce numéro, nous partons à la rencontre de Loïc Bertrand, chercheur au laboratoire de photophysique et de photochimie supramoléculaire et macromoléculaire, le PPSM, à l'ENS Paris-Saclay. Il va nous recevoir dans son bureau afin de nous présenter dans un premier temps ses travaux de recherche. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous présenter vos recherches, vos travaux, ce que vous faites ici Bonjour, donc je travaille comme directeur de recherche à l'ENS Paris-Saclay et je travaille sur des questions touchant aux matériaux du patrimoine culturel et patrimoine naturel. Donc je m'intéresse en particulier à deux volets, essayer de comprendre les processus qui conduisent d'altération ou de préservation qui vont conduire à la préservation de matières organiques, en particulier de la matière organique qui peut être ancienne, voire très ancienne. Et de l'autre côté, je m'intéresse à des procédés qui sont soit des procédés qui ont été utilisés sur des temps archéologiques ou pour de la fabrication dans un cadre artistique en fait. Vous avez plusieurs doctorants ici qui travaillent sur des sujets très spécifiques. Je ne sais pas si vous pouvez donner des exemples sur quoi ils travaillent, quelles sont les méthodes, ce qu'ils cherchent. Alors, lié aussi à mon parcours, en fait, il y a à la fois des questions... On a effectivement des projets de thèse qui sont... Alors c'est peut-être assez différent de ce qui peut se faire dans d'autres volets de chimie, c'est-à-dire que c'est quand même à chaque fois une histoire particulière, et donc chacun des projets doctoraux porte sur un objet ou une série d'objets, avec du développement de méthodologie qui est souvent associé à l'étude de ces objets. Et on travaille dans des consortiums qui sont, ou dans des groupes de recherche qui sont rapidement assez gros parce que on va associer, selon les disciplines en fait, des archéologues, des paléontologues, ou bien des historiens de l'art, des historiens, des chimistes, physiciens ou spécialistes de l'instrumentation. Et puis un certain nombre de collègues qui vont également travailler sur les volets données pour l'analyse et le traitement des données. Donc là, si je prends effectivement l'exemple des thèses qui se déroulent avec moi actuellement, donc il y a un projet doctoral qui est pas loin qui va bientôt se finir avec une thèse qui va bientôt être soutenue et qui porte sur des textiles archéologiques. Donc on s'intéresse dans le cadre de cette thèse à utiliser de l'imagerie 3D pour comprendre les procédés de fabrication textile. Et donc on travaille sur des textiles qui sont sous un format une forme extrêmement altérée en fait, parce que c'est des vestiges textiles qui sont trouvés en contexte sédimentaire, à proximité d'objets métalliques. Et en fait, il y a un mécanisme que les archéologues qualifient de minéralisation, qui est une fossilisation avec un rôle important lié à la présence de cations métalliques, et qui va conduire en fait à la préservation d'une partie de la morphologie. Donc là, on est sur des approches qui sont vraiment des approches d'imagerie, où on va essayer de décrire ces textiles et de comprendre les procédés de fabrication. C'est des textiles qui sont trouvés en contexte funéraire, donc ce qui va nous intéresser, c'est par exemple de documenter les pratiques funéraires, d'avoir des informations sur le statut des sépultures. Donc là, la chimie est un peu dans le background. En particulier, on avait regardé précédemment dans le cadre d'autres projets plus précisément ces processus de minéralisation. Là, on part plutôt de ce qu'on connaît maintenant sur ces processus, et on s'intéresse, c'est des volets qui couplent beaucoup plus imagerie et archéologie. Dans le cadre d'une autre thèse qui est en cours, on s'intéresse à la pratique picturale d'un peintre contemporain qui est décédé en 2008 et qui s'appelle Simon Antaille, et on s'intéresse aux matériaux de cet artiste en fait. Donc on s'intéresse en particulier à comprendre, donc on a eu accès à son fonds d'atelier, et on essaye de relier ce qu'on peut analyser sur les matériaux constitutifs de son œuvre, et de relier ça aux matériaux qui ont été produits fin 19e, début 20e siècle, même jusqu'au milieu du 20e siècle, et essayer justement de comprendre mieux sa pratique picturale à partir des matériaux qu'il utilise. Cette thèse, elle a une autre composante aussi qui est très méthodologique, puisque depuis
maintenant pas mal d'années, on développe des méthodes dites de spéciation, donc d'identification des formes chimiques prises par des matériaux organiques en 3D. Et donc il y a un fort volet de développement méthodologique qui accompagne plusieurs projets de thèse. Et c'est le cas de la dernière thèse qui vient de démarrer. On travaille dans le cadre d'un programme européen qui développe des nouveaux matériaux pour la restauration du patrimoine. Et on cherche à comprendre l'effet de ces traitements sur des objets patrimoniaux. Et donc on s'intéresse à la question de la répartition de matériaux organiques en 3D en utilisant ces méthodes dites de Raman de rayons X. Voilà, pour donner un éclairage sur des sujets. Donc ce qu'on voit, c'est que je ne travaille pas sur une période historique particulière, je ne travaille pas sur un matériau particulier, mais je m'intéresse en fait c'est un peu histoire par histoire à des sujets. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est le lien entre les matériaux et la méthodologie qu'on met en œuvre pour les étudier. Donc s'il y a un tronc commun, je dirais, dans mes travaux, c'est plutôt sur le volet méthodologique. Pour un peu rebondir par rapport à ce que vous avez évoqué au début du podcast, où vous avez notamment précisé qu'il y avait une méthodologie particulière pour chacun des matériaux que vous allez notamment étudier. Est-ce qu'il existe néanmoins des techniques récurrentes, notamment d'analyse en termes par exemple, de spectroscopie, qui permettent notamment d'étudier la structure et aussi la composition des matériaux anciens? Alors, je dirais de mon côté, il y a un biais qui est que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur installation synchrotron. Donc, c'est vrai que les méthodes que je mobilise le plus, c'est des méthodes sur grand instrument, et en particulier des méthodes d'imagerie, de rayons X, UV visibles, qui au début qu'on a commencé à regarder sur sources synchrotrons et qui maintenant ont des équivalents en laboratoire qui permettent de faire des choses très similaires, ou bien des méthodes de spectroscopie plus exotiques comme ce que j'indiquais autour du Raman, qui est plus dans la gamme de spectroscopie dite inélastique, dans lequel on a un photon qui vient interagir avec le matériau, dépose une part de son énergie, et on a un autre photon qui est émis à une énergie moindre. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé en fait au fur et à mesure, ça a été de partir de méthodes qui étaient des méthodes de spectroscopie, donc qui étaient des méthodes d'identification, utilisées que ce soit dans la spectro-infrarouge ou des volets de spectroscopie de fluorescence X, donc des méthodes qui permettent d'identifier, on va dire, certains matériaux et qui fonctionnent bien sur des matériaux de référence bien identifiés, bien connus, avec formant des phases bien identifiées. Et d'essayer de les utiliser moins en spectroscopie qu'en imagerie, en fait. Et d'essayer de voir si on arrivait en particulier à avoir des petites fluctuations du signal qui traduisaient des différences de spéciation chimique. La classe de méthodes que j'utilise, c'est effectivement c'est souvent des méthodes d'interaction photon-matière, mais en essayant d'utiliser ces méthodes dans des gammes ou avec des approches qui ont été relativement peu utilisées. Donc je vais prendre un exemple. Pour la partie, la spectroscopie Raman X, c'est des choses qui ont été postulées il y a de longues dates. Ça date, les premiers papiers, c'est Smekal et Raman. Donc c'est vraiment à l'origine du Raman, déjà, quand le Raman optique avait été identifié. En théorie, on a vu que ça devait fonctionner aussi pour les rayons X. Et puis par la suite, il y a eu un certain nombre de communautés scientifiques qui ont utilisé ça sur des monocristaux, vraiment sur des composés relativement purs, ou bien quand il y avait des contraintes très importantes qui nécessitaient de travailler dans des environnements très particuliers, sous haute pression. En particulier, il y a eu beaucoup d'études fondamentales sur la structure de l'eau qui ont été faites avec ces méthodes-là. Mais nous, ça nous a intéressé de les utiliser vraiment comme si c'était c'est une spectroscopie difficile, d'interprétation complexe. Et nous, on l'a utilisé comme source de contraste, en fait. On l'a utilisé en imagerie. Et donc, c'était vraiment inhabituel parce qu'en fait, on savait qu'on aurait peu de signal, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir si on avait une information chimique qui permettait de discriminer des matériaux qu'on n'arrive pas bien à distinguer par ailleurs. Et en particulier, à aller regarder des matériaux organiques sur lesquels il y a relativement peu de spectroscopie dans les rayons X qui donnent des résultats intéressants. Et d'essayer de voir si là, on ne pouvait pas d'un seul coup aller identifier... séparer, comme on l'a fait, des matériaux cellulosiques, de matériaux protéiniques, etc. Et on a vu que ça marchait en fait. Donc c'est vrai qu'en ayant travaillé sur synchrotron, la particularité du synchrotron, c'est que contrairement
aux contraintes de plus en plus fortes qu'on a au laboratoire, où les manips sont des manips commerciales et on est limité dans la capacité d'adaptation, même si ici, par exemple, au PPSM, il y a quand même vraiment des manips faites à façon. Là, sur Grand Instrument, il y a des équipes techniques, il y a des équipes scientifiques qui vraiment touchent à l'instrument, touchent au contrôle-commande. Et donc, ça permet effectivement de prendre des méthodes qui sont a priori faites pour quelque chose et d'essayer de voir si on ne peut pas les tordre complètement pour faire autre chose. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à votre question, mais c'était un petit peu ça le fil conducteur point de vue méthode. Donc c'est vrai, enfin, pour rebondir sur votre question, cela dit, c'est vrai qu'il y a quand on va discuter avec chacune de ces communautés, parce qu'en fait, moi, je vous ai dit, je travaille sur des matériaux culturels et naturels, mais en fait, derrière, c'est des communautés distinctes. Les archéologues ne travaillent pas trop avec les paléontologues, c'est pas les mêmes sites, c'est pas les mêmes problématiques, ou pas exactement les mêmes, et encore moins avec les historiens de l'art, ou les historiens, ou les gens qui travaillent sur archives. Et par ailleurs, par exemple, on a vu qu'il y avait des méthodes, les paléontologues ont beaucoup utilisé la tomographie, donc l'imagerie 3D de rayons X pour aller étudier des fossiles. Les historiens de l'art, il y a eu pas mal de papiers qui ont été publiés, qui ont eu des échos dans la presse, y compris des travaux récents chez nous de Victor Gonzalez, où on va utiliser soit la diffraction, soit des méthodes d'absorption X pour aller regarder les composés qui ont été utilisés pour la peinture ou l'état d'altération des œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, encore une fois, d'utiliser les méthodes un peu à contre-emploi, en fait. Donc d'aller chercher des matériaux organiques là où il n'y en a pas beaucoup, et d'essayer de voir si on peut justement trouver, sur nos matériaux qui sont très complexes, très hétérogènes, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller sonder cette hétérogénéité et voir ce qu'elle nous dit sur l'histoire des œuvres ou sur les procédés de préservation, etc. Vous avez beaucoup parlé d'études des matériaux, les caractériser et tout. Est-ce qu'il y a aussi une partie modélisation des processus d'altération au laboratoire, des choses plus théoriques derrière ou pas? Alors il y a des équipes qui font ça. Nous, on l'a pas beaucoup fait. On utilise plus les papiers ou la littérature qui va exister sur les procédés d'altération ou sur qu'on ne le fait. Alors après, il faut que je nuance un peu, c'est-à-dire typiquement, je l'indiquais tout à l'heure, on avait travaillé typiquement sur ces procédés de fossilisation de matière organique. Et là, on a essayé de comprendre le procédé étape par étape. Alors ça, on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'en regardant différents contextes archéologiques, on a vu que, et ça reste des choses un peu complexes à discuter, mais on s'est dit que peut-être qu'en regardant ce qui était sur 3-4 sites, on arrivait à reconstruire un peu une séquence sur du temps très très long, parce que ça correspondait presque à la fossilisation à différentes étapes de formation du fossile en quelque sorte. Donc de ces textiles en fait très transformés. Et donc là, on a essayé de reconstruire un procédé possible à côté de ça. Après, on n'est pas sur de la simulation, on n'est pas, on est sur des échelles de temps sur lesquelles après, il y a des choses, ça devient relativement difficile de comprendre. Donc c'est vrai que moi, je m'inscris plutôt dans une école où on essaye de partir de la réalité, du matériau tel qu'il est, et déjà d'avoir une description à peu près fidèle de ce que c'est, et de l'inscrire dans quelques grandes étapes. Aller modéliser ça de manière plus précise pose quand même beaucoup de questions. Oui, moi ce qui m'intriguait par rapport à ce que vous avez évoqué précédemment dans le podcast, est-ce que c'est lorsque notamment vous allez analyser un matériau ancien, est-ce que vous allez chercher et étudier la présence d'une substance, d'une molécule ou d'un atome, notamment en particulier, en priorité. Et d'autre part, également, donc vous avez pu évoquer au début du podcast que notamment vous avez pu travailler sur des matériaux notamment très anciens comme datés de l'Égypte antique, mais aussi sur des matériaux plus contemporains, datés d'il y a quelques décennies. Et qu'est-ce qui vous a permis en quelque sorte de travailler sur ces matériaux qu'est-ce qui vous a amené aussi à travailler sur ces matériaux également? Est-ce que c'est notamment par des relations, des rencontres avec des historiens de l'art, des paléontologues par exemple, ou des archéologues qui vous ont aussi permis
d'analyser ces matériaux en particulier? Alors, avant d'arriver à l'ENS, moi, j'ai pendant plus de 10 années en fait travaillé à la construction d'un laboratoire CNRS, donc sur le site de Soleil. Et on avait essayé l'idée à l'origine, c'était on s'est posé la question de savoir comment est-ce que archéologues, historiens de l'art, paléontologues pouvaient mettre à profit le développement de Soleil du synchrotron pour leurs recherches. Donc à l'époque, on avait commencé à mettre en place un peu une méthode. On avait commencé à constituer une équipe et puis après on a construit un labo. Et l'idée, c'était effectivement qu'il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de façon de démarrer un projet unique. Il y a des rencontres en fait, et puis il y a un intérêt, et souvent en fait il y a une oscillation entre des volets qui sont des questions scientifiques et du développement méthodologique. Enfin, moi c'est ce que j'avais observé si on voulait aller plus loin que d'utiliser des choses qui avaient déjà été développées. Donc après, pour moi ce qui m'intéresse, pas mal des travaux que vous allez voir diffusés dans la presse sur les sciences du patrimoine sont pour moi des travaux qui vont porter sur des très belles œuvres, très identifiées du public, des très beaux objets. Moi j'ai un intérêt qui est aussi sur du patrimoine mineur, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant absolument majeurs et sur lesquels d'un seul coup on se dit mais c'est incroyable la quantité d'informations que ça peut nous apporter. Et donc encore une fois mon intérêt il est moins porté sur une période historique que sur à la fois des processus, donc l'altération, la fabrication, si je simplifie un petit peu, et de l'autre côté sur essayer d'explorer à quel point on peut modifier des méthodes, adapter des méthodes, utiliser des méthodes et les recycler pour mieux les comprendre. Donc oui, le contact se fait en fait un petit peu au gré des échanges. Et quand je me dis que là, il y a vraiment quelque chose sur lequel on pourrait cristalliser à la fois un peu toutes les compétences dont on a besoin, et puis des questions d'ordre plus méthodologique, alors dans ce cas-là, on se met autour de la table et puis on conçoit un projet en fait. C'est vraiment une connaissance, c'est pour ça que je dis que c'est assez différent d'une physique qui va travailler, ou d'une chimie qui va travailler sur des questions où on maîtrise, ce qui est souvent le cas, où il y a des questions de synthèse, et puis on regarde des petites fluctuations, on change un peu les composés, et puis on regarde des propriétés. Moi, mes matériaux, ils existent déjà, en fait, quand l'étude démarre. Et donc, c'est vrai que la démarche n'est pas tout à fait la même pour initier un programme de recherche, en fait. Donc maintenant, on va revenir un peu sur votre vie de chercheur et sur votre parcours. Donc vous avez été étudiant à l'école polytechnique et à ce moment-là, vous avez pris des cours optionnels d'histoire de l'art. Donc pour vous, l'art, ça a toujours été une passion, une vocation ? Alors c'est vrai que, moi ça m'a toujours intéressé. Le musée en particulier est toujours un endroit. J'aime aller au musée. Je pense qu'effectivement pour faire ce genre d'activité, il faut avoir un attrait important pour les musées en tant que tels ou pour le patrimoine. Après à cette époque-là, moi j'envisageais pas nécessairement. Pour moi c'était un intérêt, mais j'avais pas réfléchi, j'avais pas envisagé que ça puisse être quelque chose et que professionnellement je puisse hybrider ce que je faisais pendant mes études avec cet intérêt-là. D'autant plus que, alors ça va paraître vieux schnock de dire ça, mais qu'à l'époque, Internet était naissant, on n'avait pas si facilement accès que ça à l'information, à part à travers les livres. Ça paraît un peu incroyable de positionner ça comme ça. Et que moi j'ignorais simplement en fait qu'il y avait des laboratoires qui travaillaient de manière conjointe avec des approches issues de la chimie ou de la physique sur des matériaux du patrimoine en fait. Et puis c'était aussi une discipline naissante en fait. C'est aussi quelque chose. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'équipes. On en parle dans les médias. Avant, il y avait eu un certain nombre de grosses opérations
médiatiques. Je pense à certaines d'entre elles, comme les études qui avaient été faites sur Ramsès II, etc. Il y a même des études bien plus anciennes au XIXe siècle, ou avant. Mais c'est vrai que pour moi, c'était, comme je pense pour beaucoup de gens, c'était deux mondes distincts en fait. Donc oui, c'était de l'ordre de l'intérêt personnel. Et vous parliez des musées. Vous travaillez aujourd'hui avec des musées. Comment s'effectue le lien entre le musée et la recherche ? Enfin, j'ai fait ma thèse dans un musée déjà, parce que alors même si c'est un laboratoire au sein d'un musée, j'ai fait ma thèse, à l'époque ça s'appelait le laboratoire de recherche des musées de France. Ça a légèrement changé de format, mais c'était un laboratoire qui avait la particularité d'être sous le musée du Louvre en fait. Donc là, je pense que ça a été vraiment la première étape importante où j'ai échangé avec le musée avec un autre statut que celui de visiteur. Par la suite, en fait, pour moi, tout a changé quand même beaucoup quand on a créé ce laboratoire que j'évoquais tout à l'heure, donc Ipanema à Soleil, et où en fait, pour vous raconter la petite histoire qui se niche derrière ça, quand j'ai été recruté à Soleil, c'était dans l'idée, comme je le disais tout à l'heure, de développer un certain nombre de problématiques de recherche autour d'objets patrimoniaux. Soleil a mis un peu plus de temps que prévu à démarrer, et moi j'ai été recruté à un moment où en fait Soleil n'était pas encore fonctionnel. Il devait l'être, mais comme toutes ces grandes installations, c'est très très complexe à démarrer. Et donc, je me suis retrouvé pendant plus d'une année, en fait, en étant en poste, en fait, censé accueillir des chercheurs qui venaient, mais sans équipement fonctionnel sur place. Donc, on a commencé à faire quelques expériences sur d'autres centres synchrotrons, mais surtout, j'ai eu le temps, en fait, d'échanger beaucoup avec un très large ensemble de musées à l'échelle francilien, à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne, en ayant la chance en fait de rejoindre un certain nombre de collègues qui avaient monté un réseau à l'échelle européenne sur justement musées et physico-chimie. Et donc je me suis rendu compte d'une chose qui par la suite a beaucoup changé ma façon de voir le travail avec les musées, c'était que du côté des installations, ou des grands instruments ou des laboratoires de physique et de chimie, il y avait un petit peu l'idée que on avait une nouvelle méthode, ça serait quand même vachement marrant de le tester sur autre chose que ce qu'on étudie d'habitude, et un échantillon du patrimoine, ça pouvait être vraiment intéressant. Et donc il y avait des chimistes, des physiciens qui étaient très intéressés, un peu comme moi en fait à l'origine, c'était un peu quelque chose qu'ils faisaient en dehors de leur cursus, de leur travail professionnel de physicien ou de chimiste. Du coup, ils étaient souvent confrontés à des musées qui comprenaient pas du tout pourquoi ces collègues venaient les voir. Et de l'autre côté, il y avait des musées qui avaient des besoins et qui voulaient travailler sur certaines choses et qui allaient vers des laboratoires, et à chaque fois on leur disait « Non, ton système il est trop compliqué, c'est impossible ». Et donc, moi, je pensais que, en fait, un peu naïvement, quand j'ai été recruté, je me suis dit, mais c'est sûr, moi, je vais arriver avec mon synchrotron, je vais arriver dans des musées, ils vont être super emballés. Et en fait, j'avais des gens qui me disaient, non, mais vous comprendrez jamais ce qui nous intéresse, parce que ça fait 10 fois qu'on interagit avec des labos de chimie, et en fait, à chaque fois, ça marche pas. Et donc, je me suis rendu compte que cette collaboration était beaucoup plus complexe en fait que je pensais. Et donc, on a, un peu comme je le disais tout à l'heure, développé une méthode en fait, et qui était basée beaucoup sur l'écoute en fait. Ça ne veut pas dire pour moi que je me sens loin s'en faut lié à ce qu'on me demande, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment écouter. Mais le pendant, c'est qu'effectivement, on nous a appris un certain type d'histoire, un musée assez conventionnel, et les professionnels qui travaillent dans ces institutions ne voient pas la culture comme on pourrait l'imaginer, ou le musée comme on pourrait l'imaginer, le voient comme vraiment beaucoup de questions, et en même temps, parfois une exposition qui parfois réussit à traduire des idées complexes et parfois régularise un peu, ou adoucit un peu les questions scientifiques les plus chaudes en fait. Donc pour moi, je parle un peu par circonvolution par rapport à vos questions, mais je pense que la question principale c'est celle de cette écoute-là et d'un vrai attrait
pour des questions qui peuvent être en fait extrêmement perturbantes et surprenantes. Tout ça pour dire qu'à chaque fois, c'est quand même des histoires un peu uniques, en fait, et des parcours. Donc pour vous, l'IPANEMA, et je précise pour les auditrices et auditeurs, c'est l'Institut photonique d'analyse non destructive européen des matériaux anciens. Ça avait pour but de tisser du lien entre les chercheurs et les différents métiers de la recherche en patrimoine afin que vous puissiez tous travailler ensemble sur tous les matériaux que vous pouvez étudier. Alors pour moi, l'IPANEMA, c'était plein de choses distinctes. C'était donner... le premier volet, je dirais, c'était de se dire... Ça rejoint ce qu'on se disait sur la question du statut du patrimoine en France, c'est-à-dire se dire, cette thématique, c'est pas juste des volets qu'on développe parce que c'est joli de travailler sur Picasso, c'est vraiment de la recherche. Donc déjà, c'était d'ancrer dans une installation qui est assez prestigieuse, sur laquelle les coûts d'opération sont importants, donc il faut faire des choix. Ces choix sont difficiles à faire. De se dire, en France, ça fait sens, comme peut-être en Italie, comme peut-être dans un certain nombre de pays qui vraiment ont une recherche, ou en Grèce, s'il y avait un synchrotron, mais de se dire, là, il y a une thématique qui est une vraie thématique scientifique. Donc il y avait un volet comme ça de se dire, on développe un centre autour des nanosciences, on va développer des thématiques autour de la biologie structurale, autour du cancer, etc. Mais parmi ces thématiques, il y a aussi des originalités un peu. Et c'est vrai qu'avec la concentration de musées qu'il y a en région Île-de-France, et l'attrait du public et l'attrait des scientifiques, il y a de quoi cristalliser quelque chose à cet endroit-là. Après, le deuxième volet, c'était effectivement, du coup, d'un seul coup, on a été projeté dans ce truc-là, et la question, ça a été comment est-ce qu'on crée cette interaction, et de faire deux choses, en fait, c'est-à-dire à la fois en tâtonnant, de construire des relations, une façon de fonctionner en interdisciplinarité, et de l'autre côté, d'essayer de penser pourquoi on fonctionnait comme ça, qu'est-ce qui marche pas, et d'avoir un petit peu la double approche, en fait, d'à la fois faire les choses et d'essayer de penser ces choses. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, on a travaillé sur oui, qu'est-ce qui marche bien pour faire en sorte, ou qu'est-ce qui pourrait s'améliorer, pour faire en sorte de travailler ensemble avec ce que moi j'ai tendance à appeler une interdisciplinarité radicale, c'est-à-dire des endroits où il y a parfois des aires de recouvrement qui sont minimales, en fait, entre les disciplines. Et aussi, vous avez publié dans des journaux grand public. Donc pour vous, c'est aussi important de partager cette chimie et cette étude des matériaux anciens au grand public? Alors, je sais pas, ça c'est une question, je sais pas beaucoup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était pas, en fait, je me sentais pas investi d'une mission de montrer ça au public. C'est pas venu comme ça, mais c'était plus parce que ça m'intéressait, en fait, d'essayer de le travailler. D'abord, je pense que c'est... En fait, c'est beaucoup de travail, cette partie-là. C'est-à-dire que la partie tout ce qui consiste à partir d'un papier, par exemple, qui va être publié, et puis de se dire, là, il y a un truc qui pourrait être expliqué, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'expliquer, de rédiger des documents, de sortir des images qui soient un peu plus... qui disent plus du travail de recherche. Mais aussi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de garder une part de la complexité du processus de recherche, donc d'expliquer aussi à travers ça l'interdisciplinarité. Et donc, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un grand plan derrière ça, mais plus de proche en proche, en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis retrouvé à échanger en particulier avec des journalistes d'un certain nombre de médias, et qui avaient un intérêt pour cette démarche, en fait, et qui voulaient eux-mêmes, paradoxalement, étaient peut-être parfois encore plus intéressés sur la manière dont la recherche se développe et la réflexion qu'on avait sur c'est une vraie science, l'hétérogénéité c'est une information, l'altération c'est pas juste de l'altération, ou des volets, la plus grosse opération
Enfin, il y a eu plusieurs choses, mais une des plus importantes, ça a été sur ces aspects que j'avais qualifiés de paléo-inspiration avec des collègues du MIT, donc d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, un peu comme on fait sur des matériaux biomimétiques ou bio-inspirés, essayer de développer de nouveaux matériaux inspirés de matériaux archéologiques ou paléontologiques. Et donc là, l'intérêt du journaliste, c'était moins sur la recherche en tant que telle, parce que c'était essentiellement un papier de revue où on remettait un peu en perspective les travaux de beaucoup d'équipes et puis nos propres travaux, que la démarche en fait. Et je trouvais ça intéressant de le travailler. L'autre aspect, c'est que je pense effectivement, je le vois aussi à vocation de formation, c'est-à-dire que je pense effectivement, sans qu'encore une fois je le vois comme... mais je pense qu'un chercheur, une chercheuse d'aujourd'hui doit pouvoir expliquer ses travaux dans des contextes très très différents et que c'est surtout hyper formateur en fait de le faire. Et ensuite, on a la question classique du podcast, c'est selon vous, comment est-ce que vous décriveriez aujourd'hui les métiers de la recherche ? Moi, ce que je peux vous dire, peut-être pas en répondant frontalement à la question, je peux vous dire ce qui me plaît dans les métiers de la recherche. Moi, ce que je trouve, je vais prendre un cas un peu surprenant. Il y a quelques années, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je suis passé par l'école polytechnique. Et il y a quelques années, il y a une connaissance en fait d'un ami de l'école polytechnique qui est décédé. Et donc, lors de son enterrement, en fait, j'ai revu des élèves qui avaient eu des parcours très très différents. Et en particulier, contrairement à l'ENS, en fait, l'IX forme beaucoup, et à l'époque formait beaucoup de gens qui sont allés vers le conseil, vers la banque, qui avaient fait vraiment d'autres choix. Et qui, à l'époque, se disaient « mais tu vas pas aller dans la recherche, te faire chier ». Et a posteriori, donc 20 ans, ou plus d'une vingtaine d'années après ça, en fait, ces mêmes élèves me disaient « ouais, je suis pas tout à fait sûr que je redirais la même chose ». Ils se souvenaient quasiment de cette discussion, et en disant « non mais là, c'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu peux continuer à te poser des questions, on est confronté, on travaille avec des jeunes, ce qui n'est pas vrai dans tous les milieux professionnels, loin s'en faut. On se remet en cause tout le temps, on réfléchit tout le temps, on est libre. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, mais ça je pense que ça dépend un peu des personnes, mais c'est la grande diversité en fait du métier de recherche, quoi. Moi, c'est ce qui me motive vraiment, c'est la grande diversité en fait qu'il y a derrière. Et derrière aussi une grande liberté, parce qu'il y a des gens qui vont se spécialiser, que certains aspects ne vont pas du tout intéresser, et qui vont se concentrer sur d'autres volets. Et ça, on a quand même vraiment cette liberté-là. Donc en particulier pour moi, le fait de pouvoir définir des objets de recherche et de m'intéresser, ça paraît peut-être basique, mais de pouvoir définir des objets de recherche et de pouvoir approfondir ces objets de recherche, c'est quand même à la base une liberté vraiment fantastique, quoi. A posteriori, il y a un autre aspect qui me surprend de plus en plus, c'est que comme là on était sur une thématique sur laquelle il y avait à la fois des recherches, mais où en même temps, d'abord il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui travaillaient sur ce domaine-là. Il n'y avait pas énormément de gens qui se posaient la question ou qui avaient eu le temps de se dire mais pourquoi je fais ça, la question de la construction de l'interdisciplinarité ou la question des usages futurs de matériaux anciens et d'un seul coup, et ça je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui font de la recherche, on s'était mis à inventer du vocabulaire, ou on s'était mis à inventer un peu des concepts ou des manips. Le truc quand même impressionnant, c'est que 30 ans après, il y a des jeunes qui font leur thèse en disant « bah ouais, bien sûr, je fais ça ». Et donc c'est vrai qu'il y a comme ça des termes ou des méthodes, pour moi le Raman X a ce potentiel-là, ou la photoluminescence par exemple, l'utilisation de l'imagerie de photoluminescence sur lequel on avait recruté quelqu'un sur Ipanema qui avait commencé à étudier ces aspects-là. C'était utilisé macroscopiquement, donc il y avait des gens qui regardaient la luminescence UV, donc on mettait une source UV et puis on regardait comment l'œuvre luminescait. Donc ça a été fait depuis les années 30, mais se dire on va faire la même chose à l'échelle d'un échantillon, mais pas pour faire de la spectro, pour faire de l'imagerie, et pour essayer de corréler de la spectro avec de l'imagerie. Mais personne n'avait regardé ça, en fait. Alors que maintenant, il y a des setups partout, quoi. Alors je dis pas que c'est nous qui l'avons inventé, mais en tout cas, c'est quand même marrant
de voir qu'il y a des aspects comme ça sur lesquels on s'investit vraiment et qui après deviennent une évidence en fait. Et ça, je trouve que c'est lié à un métier. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de similarités. On parle là de art et sciences, mais pour moi, il y a une grande similarité entre des métiers artistiques et les métiers de recherche. Et je trouve qu'on a un peu ce potentiel, comme les artistes, de prendre des trucs et d'un seul coup de dire, mais. Et d'un seul coup, tout le monde, ça devient une évidence, quoi. Ça aussi, c'est sympa, quoi. Enfin, tous les métiers ne conduisent pas nécessairement. Et donc après, je trouve que les difficultés qu'on peut avoir sont presque d'un ordre secondaire par rapport au reste, même si elles sont. Enfin, structurellement ou macroscopiquement, elles sont problématiques. Je veux dire, les problèmes de financement, les problèmes de recrutement sont des aspects majeurs, mais en tout cas par rapport au métier même en tant que tel, je trouve que c'est ça qui en fait toute une partie de l'attrait en fait. Non, merci, c'était une très belle réponse.